Donc, on va enchaîner avec une présentation de Philippe Côté et Marc-Olivier Lemonde, là, qui sont tous deux dans l'équipe à la direction des inventaires forestiers. Philippe Côté, qui s'approche de nous, est bachelier en sciences géomatiques, option génie. Il est chargé de projet chez nous en photographie aérienne. C'est lui qui est en charge de la prise de photographie aérienne et du lidar également. Marc-Olivier, qui va enchaîner ensuite, est aussi ingénieur forestier. Marc-Olivier, c'est notre expert là, qui est derrière les produits dérivés, la création et également au niveau du transfert d'expertise. C'est bon? Bon. Oui, OK, c'est bon. Parfait. Bon, bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous présenter ce matin une présentation en collaboration avec Marc-Olivier. On va vous présenter, en fait, le titre de la présentation, c'est l'acquisition lidar actuelle et à venir, les nouveaux produits dérivés de lidar disponibles pour accroître les retombées en foresterie. La présentation va se faire en deux volets. En fait, moi, je vais vous parler un peu des paramètres opérationnels des acquisitions. Bon, ce que ça veut dire, c'est tous les paramètres là, qu'on utilise pour réaliser les levées aériens. En fait, là, tout ce qui est avant, en fait, tout ce qui est avant le traitement des données. Marc-Olivier, lui, va assurer la deuxième partie qui consiste là au traitement de ces données-là. Puis, il va vous présenter les produits dérivés, puis l'ensemble des traitements qu'il réalise à partir des données livrées par nos prestataires de services. Les acquisitions, par qui, pour qui et pourquoi, comment ça a débuté un peu au gouvernement du Québec. En fait, comme Antoine le disait tout à l'heure, au départ, c'était les premières acquisitions étaient réalisées par le ministère des Transports en 2006, aux environs de 2006. C'était pour l'analyse des pentes et l'historique des glissements de terrain. Donc, c'était des levées lidar qui étaient réalisées principalement au printemps sans feuilles et à l'automne sans feuilles aussi. Donc, c'était leurs besoins. Donc, c'était des levées qui étaient réalisées dans ces conditions. Ensuite, c'est ça, est survenu au ministère de la Faune et de Forêt des Parcs, on a entrepris de réaliser des projets laser à partir de 2012 à la DIF. Ces projets-là, en fait, on le fait en collaboration, je tiens à préciser, avec la ministère de l'Énergie et Ressources naturelles, qui s'occupe, en fait, de toute la gestion contractuelle de ces projets-là. C'est la Direction générale d'information géographique qui gère, en fait, là, l'aspect contractuel, puis nous, on est un peu le client de cette direction-là pour les appels d'offres publics. Tous les contrats d'acquisition sont donnés par appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc, c'est publié sur le site SEAO, puis c'est ouvert à tous les prestataires qui répondent aux critères, là, peuvent appliquer ou peuvent faire leur soumission pour les projets d'acquisition lidar éventuels. C'est ça, je disais aussi le milieu forestier plus récemment depuis 2011 et 2012. En fait, aussi, la prochaine partie, les paramètres techniques et les coûts. Nous, quand on a débuté les premières acquisitions, une chose qui était importante pour nous, c'était d'utiliser dans nos critères techniques des balayeurs qui utilisaient capables de 100 000 impulsions par seconde. C'était un critère qui avait été établi pour s'assurer d'avoir une qualité de balayeur ou une densification de points qui était suffisante. On voulait pas avoir de balayeur là, comme on pourrait dire là, de moins bonne qualité. Donc c'est une exigence qu'on a intégrée dans nos devis. Ensuite, on exige aussi que ces balayeurs-là soient capables de multiples retours.
Donc, on s'entend, c'est très important, vu que nos levées sont effectuées avec un couvert forestier. C'est important qu'on soit capable d'avoir plusieurs retours pour souvent aller chercher le sol. Donc, c'est une exigence qu'on a introduite. On veut aussi l'enregistrement de l'intensité du signal. Ça, c'est un élément qui peut être un plus là, éventuellement si on a besoin de faire l'analyse du nuage de points. Bien entendu, on exige que ces levées-là soient bien positionnées spatialement. Donc, pour s'assurer que ces levées-là soient bien positionnées, on exige une centrale inertielle de la part du prestataire de services dans l'avion, avec un positionnement GPS, station de base. Donc, c'est correction différentielle de tous les données. Puis aussi, on va exiger au niveau du prestataire de service pour corriger ajuster l'altimétrie de tout ça. On va exiger au prestataire de service de réaliser des sections au terrain. Donc, il va y avoir des sections de profil de réaliser sur des terrains plats ou des terrains qui ont des dénivellations. Puis à ce moment-là, le prestataire de service est en mesure de calibrer sa donnée, d'ajuster sa donnée comme il faut. Donc, ces profils terrain-là nous sont livrés. Ou sont livrés aussi à la DGIG, sont livrés dans les produits finaux. Donc, c'est validé, c'est contrôlé au niveau de la qualité. Donc, ça, c'est une exigence qu'on a au niveau du positionnement. On exige des recouvrements minimum latéral des lignes de 30%. Puis je vous dirais qu'on s'inspire beaucoup sur d'autres petits points là, des normes LIDAR là, du USGS là, américain. Il y a un guide là, un guide qui s'appelle des guidelines. Fait qu'on se sert de ça, là, on s'inspire de ces guidelines-là pour construire nos devis techniques, là, élaborer nos devis techniques. Donc, comme je disais, l'ajustement et calibration des lignes de vol à l'aide de profil, j'en ai parlé. Pour s'assurer d'une précision verticale absolue de plus ou moins, on exige de plus ou moins 50 cm là, au niveau du sol là, pour les lever. Suite à ça, je vais passer après ça à l'évolution des coûts. Comme Antoine discutait tout à l'heure, les acquisitions régionales, il y a eu des acquisitions régionales réalisées en 2011 à 2013. En fait, ces acquisitions-là étaient réalisées vraiment pour des besoins opérationnels. Donc, c'était un paquet de petits points. C'était des petits secteurs, des plus gros secteurs. Donc, c'était un peu réparti là, sur le territoire, très réparti sur le territoire. Donc, ça occasionnait beaucoup de déplacements d'avions. Donc, les frais étaient très élevés au niveau du kilométrage, du prix au kilomètre carré. On parlait peut-être de 250 $ du kilomètre carré. Puis les acquisitions de grande envergure, on s'est rendu compte que si on faisait des acquisitions plus grandes, ça occasionnait vraiment une baisse des coûts. Puis on parlait des deux projets en fait de 2012, en fait de 2013 et 2014, on avait un coût moyen de environ 60 $ du kilomètre carré. C'est vraiment, je dirais qu'on a même vu des coûts là, même plus bas que ça dans les projets là, qui ont sorti là, sur la Côte-Nord. Donc, ça a eu un effet de faire des gros territoires parce qu'il y a moins de déplacements. Il y a quand même beaucoup de déplacements d'avions, mais il y a moins de petits territoires à couvrir. Un autre aspect intéressant qu'on a affiné un petit peu avec le temps au niveau de nos devis techniques, c'est au niveau des densités de points. Au départ, on avait commencé on demandait des densités de points de façon générale. On disait, vous allez réaliser le lever avec 2 points au mètre carré, mais on ne spécifiait pas d'autres paramètres par rapport à ça. Donc, récemment, il y a environ depuis 2 ans, on a introduit dans les devis une notion, en fait, de cellules. On demande aux prestataires de services de s'assurer que sur 90% des cellules de 20 mètres, on obtient notre densité qui est soit de 1,5 mètre en forêt résineuse ou soit de 2,5
points au mètre carré en feuillet feuillu. Donc, en faisant ça, ça nous permet d'avoir une meilleure répartition, une meilleure uniformité au niveau de notre densité. Je vais pouvoir vous le montrer dans les 2 prochaines acétates, vous allez voir. Ça donne des résultats, je dirais, très concluants. Marc-Olivier pourra même en reparler tout à l'heure parce que c'est lui qui a analysé un petit peu ces densités-là. Ben, on l'a fait ensemble, mais il a fait plus les traitements, mais ça donne vraiment des résultats intéressants au niveau densité. On a exclu les zones qui étaient moins bonnes, en fait, au niveau de la densité. Donc, notre travail, notre densité de points est uniforme sur l'ensemble des contrats. Tout ça aussi est livré, nos formats de fichiers, c'était livré en format LAS aussi par le passé. Cette année, une nouveauté, comme l'espace disque coûte assez cher, puis qu'on va avoir des gros projets qui vont s'en venir, parce que c'est des espaces disques qui sont sécurisés, donc c'est pas on peut pas acheter un disque à $100 là, chez Best Buy, là, ça coûte assez cher. Donc, on a pris une décision d'utiliser là cette année, à l'aide des outils LASTool, la compression LAS. Donc, ça réduit environ on parle de 6 à 8 fois là, qu'on a obtenu la grosseur des fichiers sans aucune perte au niveau des données. Donc, c'est une compression là, qui n'a pas de destruction, elle est parfaite. Donc, ça va permettre de sauver de l'espace de stockage, donc des coûts au niveau stockage, puis pour les prochaines années. Puis j'ajouterais que peut-être éventuellement on pourra on envisage peut-être aussi de compresser l'ensemble des anciennes données, question de sauver encore là des coûts des frais de stockage. Donc, comme on peut voir, ça, c'est un exemple de densité que Marc-Olivier a généré. On voit une densité de 2,5 points par mètre carré sur 90% des cellules de 20 mètres. Puis, si on fait l'analyse de tout ça, on a une moyenne, en fait, de 4,5 points au mètre carré en finale. Donc, c'est même au-delà de ce qu'on a demandé là, dans le devis, là. Donc, le résultat est très bien. Puis, ce qu'on avait avant, c'était un petit peu ça. Donc, ça, c'était une densité de 2 points sans spécification de surface. Donc, on voit que le résultat obtenu, en fait, on atteint quand même le 2 points globalement au niveau de la densité, mais on voit qu'il y a des zones qui sont plus faibles, même en dehors des lacs ou dans certains territoires, c'est plus faible. Donc, c'est quelque chose qu'on reverra pas là avec notre nouvelle façon d'introduire là, dans les devis la notion de densité. Puis, comme on disait, on va baser les densités de 1,5 versus le 2,5 basées sur les limites, là, basées sur les sous-domaines bioclimatiques. Ça, posez-moi pas de questions sur les domaines bioclimatiques. Je suis pas forestier. En fait, aussi la classification des données brutes. En 2014, la classification a été effectuée avec les outils LASTool pour les projets de la direction de la coordination opérationnelle. Ça, c'est Marc-Olivier qui a traité ça avec les outils. En fait, on a fait une classification assez basique. Là. On a pris les outils pour aller chercher le sol puis les points qui étaient non classifiés. Pour le projet provincial, cependant, on demande dans nos devis, on l'inclut dans nos devis que le prestataire de service assure la classification, vu que c'est des volumes qui sont quand même assez grands. Donc, on exige 3 classes trois classifications au niveau des points. On s'en tient au sol, à l'eau, puis le reste des points ont un flag de non classifié, donc sont traitables, quand Marc-Olivier ou quand on fait les traitements, ça fait le travail là, avec cette classification-là. Il y a aussi la livraison des produits. Chaque produit, on exige un découpage en tuiles.
Pourquoi le 1 km par 1 km? Ben, c'est qu'avec avec les densités qu'on a, ça fait déjà des tuiles assez lourdes au niveau grosseur, là, au espace disque. Puis une tuile d'1 km par 1 km, ben, c'est facile à gérer pour le projet. Si t'as 1000 tuiles, t'as 1000 km. Donc c'est un format qu'on utilise là, depuis quelques années. Puis je sais qu'il y a quelques années, on avait déjà utilisé des tuiles à 3 km, 3 km, 2 km, 2 km. Mais bon, avec les densités qui ont augmenté, puis les fichiers devenaient trop gros. Fait qu'on utilise maintenant des tuiles de 1 par 1 km. Comme je disais tout à l'heure, ben, la compression des tuiles va se faire, ça va réduire l'espace de stockage et ça sans perte. Puis on fait ça grâce à l'outil la zip, là, donc ça va sauver l'espace disque. Donc je serais rendu... j'ai pas mal terminé, donc je serais rendu Marc-Olivier présenter les différents produits. Bonjour. Dans le fond, moi, c'est ça, je viens vous parler des produits dérivés qu'on a réalisés avec les fichiers LIDAR. À l'origine, en fait, c'est quand on a réalisé l'acquisition de la 2451, on a eu une livraison. Dans le fond, on avait 3000 fichiers, parce que c'était des tuiles de 2 par 2, donc 3000 fichiers LAS. On avait 3000 modèles numériques de surface, 3000 modèles numériques de terrain. Donc, on s'est dit, si on veut vraiment rendre le LIDAR populaire, c'est peut-être pas l'idéal pour monsieur, madame, tout le monde pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, je me suis enfermé pendant 4-5 jours dans mon bureau, parce que mon bureau, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui bouge beaucoup. Je me suis enfermé pendant 4-5 jours, puis j'ai réalisé un programme. J'ai eu de l'aide, je voudrais remercier, dans le fond, Bastien Ferland-Raymond, puis Pierre-Étienne Laure, qui sont ici, qui m'ont aidé. Puis, au final, on a réalisé des produits dérivés. Les produits dérivés de base que je vais vous présenter ici. On avait besoin d'une échelle. Donc, on s'est dit, ouais, c'est sûr que si je regarde ça ici, si je fais des tuiles de 1 par 1 km, ben, un exemple ici, je vais avoir 2000 produits dérivés fois 4 produits, fait que ça me fait 8000 produits dérivés. C'était peut-être pas l'idéal. Donc, on a décidé d'utiliser une unité de référence qui est quand même connue par la plupart des forestiers au Québec, qui est le Système québécois de référence cartographique, qu'on va appeler les feuillets 20 000. Donc, ici, on parle d'environ 250 km² de superficie par feuillet 20 000. Les produits ont été réalisés, dans le fond, chaque feuillet, il se superpose environ de 4 à 10 mètres, puis les pixels qui se superposent, ils ont les mêmes valeurs. Donc, si je veux afficher 8000 km² d'un coup, je les affiche, soit dans ArcGIS, QGIS, on les affiche, puis la superposition est parfaite. Donc, on ne se rend pas compte, dans le fond, qu'on a plusieurs produits. Puis, comme exemple, ici, on a environ 9 feuillets, puis tantôt, on avait 2000 tuiles. Donc, c'est quand même intéressant. On a aussi, pour faciliter l'affichage, dans le fond, j'ai inséré les pyramides de visualisation. Les gens avec ArcGIS et les points OVR sont insérés dans les fichiers. Donc, vous les prenez, vous les mettez dans un logiciel, ça s'affiche rapidement. On a réalisé des symbologies proposées. Donc, c'est sûr que si vous ne les aimez pas, vous pouvez les changer, il n'y a aucun problème. Présentement, elles sont proposées pour ArcGIS, donc les points LYR. On fonctionne avec la version 9.3 et plus. Et aussi, cet été, dans le fond, je veux les développer aussi pour QGIS. Donc, les gens, justement, vu que la donnée va être ouverte, les gens vont pouvoir télécharger un logiciel ouvert QGIS, puis on va pouvoir afficher une symbologie proposée. Je pense que ça fait tout pour ça. Donc, il y a 4 produits dérivés de base. Antoine les a présentés tantôt. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails. En fait, on a premièrement le modèle numérique de terrain, qui, lui, c'est l'altitude, l'élévation du sol. Visuellement, pas très intéressant, mais c'est probablement lui qui est le plus intéressant pour réaliser d'autres produits dérivés. Par exemple, on peut réaliser des pentes, des isolings d'altitude, réaliser des bassins versants, aussi l'hydrographie linéaire. Donc, vraiment un produit visuellement pas intéressant, mais l'information qu'il contient là, est très riche. Produit vedette, là, le modèle numérique ombré, comme on aime appeler le Hillshade, lui, on l'a fait à 2 mètres de résolution. On ne voulait pas qu'il soit trop fin pour qu'on voie trop de pixels. Lui, c'est une représentation en 3 dimensions, dans le fond, du relief du terrain. Donc, un exemple ici, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Je suis allé voir un photo-interprète parce que je voulais avoir l'air brillant devant vous. Donc, ce qu'on m'a dit ici, en fait, si on regarde ça, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de dépôts. Donc, quand la glaciation a passé, il n'y a pas beaucoup de dépôts qui ont été mis en place. Dans le fond, on peut aussi voir, j'ai un petit pointeur ici, probablement, quand le glacier s'est retiré, l'eau de fonte est passée par ici, puis a laissé du matériel en place. Donc ici, là, on a vraiment un plateau de sable. Donc l'endroit ici, là, ça serait là qu'on aurait le matériel le plus fin. Et aussi, si j'étais à planifier un chemin forestier dans cette zone, ben, c'est peut-être pas une zone que je vais trouver très intéressante là, pour planifier un chemin.
Ensuite, on a le modèle de hauteur de canopée. Lui, dans le fond, qui va représenter vraiment la hauteur des arbres, hauteur relative par rapport au niveau du sol. Une résolution d'1 mètre. Et aussi, on a une carte des pentes. Donc, nous, on vous a proposé une carte des pentes. Les pentes peuvent être faites à partir du modèle numérique de terrain, mais on voulait quand même en proposer une. Résolution quand même fine, 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? En fait, ce qu'on voulait voir, c'est pour les opérations forestières. Donc, vraiment, que les cassés ressortent. Puis, on est allé sur le terrain, puis des fois, des petits cassés, là, hauts comme ça, ils vont très bien sortir s'ils ont quand même une certaine superficie. Puis, si jamais vous voulez faire dans le fond, des pentes qui soient moins fines, prenez le modèle numérique de terrain, vous le modifiez un peu, puis vous faites une carte de pente. Petit exemple aussi, là, je vais passer assez vite, Antoine en a montré tantôt. Ici, bien, ça, je voulais juste mentionner la symbologie qu'on a proposée, dans le fond, elle nous vient de Simon Vézo, ça fait quand même plusieurs années qu'elle véhiculait. Je sais qu'il y a certaines régions qui m'ont demandé de la changer, ça, j'avais aucun problème, mais celle qui est proposée pour l'instant, c'est celle-ci. Puis un coup qu'on connaît notre symbologie, dans le fond, bien, on voit des choses assez intéressantes, comme par exemple, j'ai mon pointeur ici, bien ici, dans le fond, c'est un peuplement, là, il y a une coupe qui a 30 à 40 ans. Donc, on voit c'est quand même bien régénéré. Là, on parle des arbres environ de 12 mètres de haut. Ici, j'ai un peuplement de bouleau jaune avec de l'érable à sucre. Je connais pas très bien le territoire, mais quelqu'un qui connaît le territoire peut dire, bien, dans telle zone, mon bouleau jaune va avoir tendance à être plus haut que mon érable à sucre. Fait qu'il va pouvoir dire, bien, tous les arbres en rouge ici, qu'on parle de plus de 30 mètres, c'est peut-être le bouleau jaune. Peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste, dans le fond, quand vous connaissez votre territoire, vous pouvez analyser le modèle de hauteur de canopée, puis c'est une information qui était très riche à aller chercher. Au niveau de la carte des pentes, bien ça, on voit très bien là, qu'il y a beaucoup de contraintes aux opérations. Encore une fois, je remercie Simon pour sa symbologie. Ce qui est intéressant avec cette symbologie-là, dans le fond, dès qu'on tombe en rose, ça commence à être contraignant pour les opérations. Quand c'est en rouge, c'est des zones, les pentes fortes, donc 40 et plus. En gris pâle, la machine, elle passe pas, puis en gris foncé, elle passe vraiment pas. Donc, on a vraiment là, une falaise abrupte. Fait que c'est intéressant ici, puis je voulais juste vous montrer, on voit quand même des petits cassés là, ici. Là. Donc, il y a quand même une bonne finesse là, dans la donnée. Fait que ça, c'est les produits dérivés de base qui vont être disponibles là, sur le portail web. Présentement, dans le fond, on a 55 000 km² qui ont été traités. Fait que dans le fond, on va suivre les acquisitions puis on va les rendre disponibles. Maintenant, je voulais vous parler des produits dérivés d'opérabilité. Cet été, en fait, on est en mode développement. On va en réaliser à l'interne, puis aussi en collaboration avec l'industrie. On va faire des visites terrain. Puis, ce sera pas long, je vais juste reprendre mon souffle. Fait que dans le fond, on va faire des visites terrain, juste s'assurer de la qualité des produits qu'on va proposer. Une fois qu'on va déterminer quel produit qu'on veut proposer, on va déterminer est-ce qu'on est capable à l'interne de les réaliser. Parce que l'équipe leader à la direction des inventaires forestiers, dans le fond, c'est moi, Philippe Côté. C'est quand même une petite équipe, mais très bonne équipe. Puis, donc, quels sont les produits dérivés d'opérabilité qu'on veut proposer? On a des produits qui représentent des contraintes aux opérations. Ici, on va parler des pentes fortes, à laquelle 30 et plus, à laquelle on va aller assigner l'épaisseur du dépôt forestier. Dans le fond, on va prendre ça, c'est des pentes polygonales. Tantôt, on était matriciel. Là, ici, c'est des pentes polygonales. On va aller prendre la carte éco-forestière, puis on va aller chercher le dépôt. Donc, on va savoir si on a un sol mince dans cette pente forte-là. Les zones enclavées, que ce soit enclavé par des pentes fortes, donc une zone qui est inaccessible avec ma machinerie, ou je peux avoir peut-être une rivière, un lac avec une falaise en arrière, bien, tout ce plateau-là, il va être inaccessible à moins que je construise un pont. Donc, c'est des zones qui vont être sorties. Les milieux humides, on parle de hydrique, drainage 50-60, subhydrique, drainage 40. Ici, c'est vraiment, par rapport à notre carte éco-forestière, c'est l'aire minimale qui est différente. On parle j'ai parlé tantôt avec Antoine, peut-être 200 mètres carrés. Là. Donc, vraiment, les petits milieux humides là, qui vont venir causer des problèmes pour les opérations forestières. Au niveau du soutien des opérations forestières, on a le matériel sableux, donc les dépôts éoliens, les dépôts neufs, les dunes, donc sable fin, des matériel qui va être utile, peut-être le déglaçage des routes l'hiver, les chemins forestiers. Aussi le matériel graveleux, donc les esquerres 2AE ou les dépôts juxtaglaciaires, dépôt 2. Ça, c'est vraiment un mélange du sable grossier avec plusieurs tailles de gravier. Pour la construction de chemin, c'est vraiment du très bon matériel. Donc, c'est des structures qu'on aimerait sortir. Je vous montre un exemple, puis je vous invite à venir discuter avec nous aussi, là, parce que ça, on le propose, on a discuté avec les gens de l'industrie, mais si vous avez des besoins, venez, dans le fond, les partager avec nous à notre kiosque.
Donc ici, on a un exemple qui a été fait par un autre photo-interprète à la Direction des inventaires forestiers avec plusieurs produits. Donc, je vais essayer de parler dans le micro en même temps que je pointe. Donc ici, on a les pentes fortes. On a aussi des petites zones enclavées en mauve. Ici, on a l'hydrographie. Ici, on a des milieux humides. Ce qui est intéressant, ici, on a un milieu humide que vraiment, avec le lidar, on voit il y a une cuvette. Donc, le lidar est très intéressant pour aller chercher ce milieu humide-là. Ici, on a un autre milieu humide. Si je compare la topographie entre les deux zones, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est plat. Donc, ici, dans le fond, on va prendre les photos, on va prendre les photos aériennes, on va les rendre disponibles. Parce que sans la photo à cet endroit-là, je ne serais pas capable de savoir si j'ai un milieu humide. Donc, c'est vraiment les changements dans la végétation qui vont déterminer qu'on a un dépôt organique. Ici, on a des esquerres, donc on parle pour la construction de chemin. On a des dépôts juxtaglaciaires. Ici, on a des dunes, sable fin. On a un champ de dunes ici. Donc, ça fait le tour. Je crois que si j'avais un chantier à cet endroit-là, bien, c'est très intéressant. Dans le fond, ici, le chemin est déjà fait, mais pour la construction de chemin, pour planifier nos opérations, c'est vraiment, on veut aider, dans le fond, l'industrie, les gens qui vont intervenir sur le terrain. Puis, j'ai presque fini, en fait. Quelques développements. Au niveau de l'hydrographie, on aimerait ça améliorer la précision des contours des lacs, que ce soit combiner l'imagerie avec le lidar. On a aussi réalisé l'an passé de l'hydrographie linéaire avec le lidar. Puis, on a fait des visites terrain. Puis, moi, je dois vous avouer, au début, je n'y croyais pas vraiment, mais j'étais agréablement surpris. Donc, on veut pousser le lidar le plus loin possible pour avoir la meilleure précision pour l'hydrographie linéaire. Et il y a un projet de rubanage automatisé qui a été initié à Dave Munger avec les gens de Produits forestiers résolus. Dave va vous en parler un peu plus tard, mais ce serait dans le fond le rubanage de l'hydrographie pour les opérations forestières. Au niveau de la cartographie éco-forestière, on va en parler un peu sur notre affiche en bas. Dans le fond, moi, j'ai développé des petits outils, c'est vraiment en développement, pour assigner la densité des peuplements éco-forestiers, la hauteur, aller assigner la pente aussi à partir de la carte de pente, aller assigner une pente modale à nos peuplements éco-forestiers. Et aussi, il y a des variables de structure qu'on aimerait, qui restent encore à déterminer. Mais dans le fond, on voudrait assigner des variables de structure aux peuplements éco-forestiers. Et puisqu'on est quand même on regarde en avant, dans le fond, on se dit, un coup que le lidar va être passé, ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir le modèle numérique de terrain partout. Donc, ensuite, pour faire évoluer notre modèle de hauteur de canopée, il y a des nouvelles technologies d'appareillement de photographie aérienne. Je ne sais pas si Benoît Saint-Onge peut-être va en parler demain ou non. Peut-être. Mais en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Puis ce qui est bien, il y a un appareillement entre les images, les pixels d'image, puis on est capable de faire un modèle numérique de surface. Puis vu qu'on a le sol, on a un modèle de hauteur de canopée. Ici, c'est un exemple. C'est des photos de 30 cm. On a des arbres feuillus, des arbres résineux. On voit que la résolution n'est pas la même, mais il y a quand même beaucoup d'informations. Puis on peut comparer. Vous voyez ici, on a des arbres en haut de 30 mètres. Avec l'imagerie, on n'a pas le même niveau de détail, mais c'est quand même intéressant. Mais en sachant que les prix de photos diminuent encore un peu, peut-être en ayant une meilleure résolution d'image, puis on pourrait avoir un produit qui serait quand même assez semblable. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Puis, je vous remercie. Je sais que j'ai parlé assez vite, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Puis, de toute façon, je parle tout le temps vite. Merci.